Et si, de manière totalement inconsciente, l'être humain préférait le confort d'un malheur familier à l'inconnu du bonheur? C'est une pensée assez paradoxale, c'est vrai. Ouais, c'est même dérangeant quand on s'y arrête une seconde. Parce que bon, on passe notre temps à chercher les solutions pour aller mieux. Et pourtant, on pourrait saboter notre propre joie sans s'en rendre compte. Exactement. Et c'est vraiment la question de départ de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Une très belle plongée au cœur de la psychologie humaine. Absolument, je suis ravie de partager ça avec toi. On va décortiquer un échange captivant, une transcription d'un dialogue entre le philosophe Fabrice Midal et le thérapeute Thomas d'Ansembourg. Le fameux texte sur comment se libérer des prisons intérieures. C'est ça. C'est le titre. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre comment, étape par étape, on construit nos propres cellules d'enfermement. Et surtout, comment en trouver la clé, j'imagine. Voilà. Parce que c'est bien de voir les murs, mais c'est mieux d'avoir la porte de sortie. Ce qui est fascinant ici, c'est de réaliser que cette souffrance, ce blocage qu'on ressent parfois, c'est pas juste une faille individuelle. Non, c'est clair. On a souvent tendance à se dire « j'ai pas de volonté » ou « je suis nul ». C'est exactement ça. Mais en lisant ces sources, on voit que c'est le résultat de conditionnements sociaux et psychologiques très profonds. Notre audience appréciera sûrement d'entendre, surtout quiconque se sent parfois résigné dans sa vie quotidienne. Ça déculpabilise. Complètement. C'est pas une question de faiblesse personnelle, c'est systémique. Ok, décortiquons ça. Parce que aborder ce concept du choix du malheur, ça pique un peu, c'est contre-intuitif. Bah oui, personne ne se lève le matin en se disant « Tiens, je vais choisir d'être malheureux aujourd'hui ». Non, bien sûr. Mais alors, quels sont ces mécanismes de survie dont parlent les auteurs ? En fait, c'est très ancien. C'est d'abord une question reptilienne. Notre cerveau a évolué pendant des millénaires avec un seul but, survivre. Donc il anticipe le danger. Ouais, il anticipe le pire. Si tu repères pas le prédateur dans le buisson, tu meurs. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prédateur. Mais le cerveau continue de scanner l'horizon. Il cherche la catastrophe partout. C'est ça. Et à côté de ce côté biologique, il y a un côté pavlovien, un pur mimétisme de notre entourage. Ah oui, le fait de copier ceux qui se plaignent autour de nous. Tout à fait. Si tu écoutes les conversations, la machine à café, c'est souvent à celui qui a passé la pire semaine. On fait un copier-coller pour s'intégrer au groupe. Ça crée du lien, étrangement. Absolument. Le malheur rapproche. Et ça me fait penser à cette expression géniale dans le texte, le fameux « vaccin anti-bonheur ». Ah oui, très forte comme image. On grandit tous avec des phrases, des injonctions qu'on entend depuis l'enfance. Tu sais, des trucs du genre « on n'est pas là pour rigoler ». Ou alors « la vie est une dure lutte ». Exactement. Faut en baver pour réussir. Et la source explique que ces phrases agissent vraiment comme un vaccin contre la joie. Ça immunise contre le bonheur, littéralement. C'est ça. On est biberonné à l'idée que la vie est difficile, donc on voit des problèmes partout. Et pour illustrer pourquoi on reste là-dedans, j'adore l'analogie qu'ils utilisent. Celle du vieux jean. L'analogie du vieux jean, oui, c'est tellement parlant. Ils disent que le malheur familier, c'est comme enfiler un vieux jean troué, délavé, qui ne ressemble plus à rien. Le genre de truc qu'on n'oserait jamais porter en public. Voilà, socialement imprésentable. Mais on le met quand même le dimanche parce qu'il est juste incroyablement confortable. Il a pris la forme de notre corps. C'est exactement ça. On le connaît par cœur. L'inconfort de notre malheur nous est tellement prévisible qu'on s'y vautre. On préfère ça plutôt que d'essayer un vêtement neuf qui gratterait un peu au début, qui serait l'inconnu du bonheur. Et c'est dangereux parce que ça devient une véritable identité. Comment ça ? À force de porter ce vieux jean, les traumatismes deviennent qui l'on est. Il y a cet exemple frappant dans le texte. Une personne de 60 ans qui dit « Je n'ai pas été aimée enfant, donc je ne pourrai jamais aimer ». Elle fait de sa blessure son identité totale. Elle fusionne avec son vieux jean en quelque sorte. C'est une belle façon de le dire. Renoncer à ça, ça demande de se demander qui on est sans sa souffrance. Et ça fait très peur. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que face à ce mal-être, la réaction typique de notre société, c'est de chercher à se calmer, non ? Oui, on veut faire baisser la tension tout de suite. On veut une technique pour se détendre. Mais la source prouve que c'est parfois la pire chose à faire. Et ça m'amène à mon anecdote préférée du dialogue. Je sens que tu vas nous parler d'un crustacé. Oui, l'histoire de la langouste, c'est brillant. Alors, il faut imaginer la langouste. Elle a un corps très mou et une carapace très dure. Une armure, en fait. C'est ça, le truc, c'est que la langouste grandit, mais sa carapace, elle ne grandit pas. Ça pose vite un problème de place. Un énorme problème. Au bout d'un moment, elle est complètement comprimée, elle étouffe, elle ressent un grand inconfort. Une vraie souffrance physique ? Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va se cacher sous un rocher. Elle se dépouille de sa carapace pour devenir toute nue,
complètement vulnérables, le temps qu'une nouvelle carapace plus grande se forme. C'est une mue vitale. Voilà. La souffrance est juste le signal qu'il est temps de grandir. Et c'est là que ton analyse entre en jeu. Que se passerait-il si on donnait une pilule calmante à cette langouste? Eh bien, si on lui donne un calmant quand elle commence à souffrir, elle va se détendre. Elle va se dire « Oh, finalement, c'est pas si mal ici. » Exactement. Elle va rester dans sa petite carapace. Et comme elle continue de grandir à l'intérieur, elle va tout simplement mourir étouffée. Mourir étouffée par son propre refus de l'inconfort. C'est une métaphore puissante pour nous autres humains. Très puissante. D'ailleurs, le texte s'appuie sur Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente, pour aller plus loin là-dessus. Oui, c'est mentionné. Que dit-il exactement par rapport à ça? Il dit que si on utilise des outils de développement personnel juste pour supporter l'insupportable, on se met en danger. Tu veux dire méditer pour tolérer un patron toxique? C'est le parfait exemple. La communication non violente, la méditation, la cohérence cardiaque, ce sont de très beaux outils. Mais si on s'en sert uniquement pour supporter un système toxique, sans jamais chercher à le transformer, ces outils deviennent des stupéfiants. Des narcotiques. Des pilules pour langouste. Absolument. Cela soulève une question importante sur la manière dont notre société traite la frustration. On essaie d'effacer le symptôme sans soigner la cause. On veut juste ne plus ressentir l'étouffement, au lieu de changer de carapace. Exactement. La frustration est un signal d'alarme. Il faut l'écouter. Mais du coup, pourquoi c'est si dur d'enlever cette carapace? Pourquoi on résiste autant au changement, même quand ça nous sauverait la vie? Pour comprendre ça, il faut regarder du côté de l'inertie des systèmes. L'inertie, c'est-à-dire la force qui nous pousse à ne rien changer. Et l'exploration nous donne une anecdote historique assez incroyable là-dessus, dans les années 1840. L'histoire du docteur Semmelweis. Ignaz Semmelweis, oui, un médecin à Vienne. La situation est tragique à cette époque. Les femmes meurent en grand nombre de fièvre puerpérale après l'accouchement. Dans les cliniques gérées par des médecins, oui. C'est ça le point crucial. Semmelweis observe que dans la clinique gérée par les sages-femmes, le taux de mortalité est beaucoup plus bas. Et il finit par comprendre pourquoi. Il comprend que les médecins passaient leur matinée à faire des dissections de cadavres, puis allaient directement accoucher les femmes. Sans se laver les mains. Ça nous paraît fou aujourd'hui. Fou. Et surtout qu'il leur propose une solution simple, se laver les mains avec une solution chlorée. Et ça marche, la mortalité chute. Mais la réaction de ses collègues est aberrante. Ils le rejettent violemment. Ils disent texto « Nous sommes des gentlemen, nous avons les mains propres ». Ils refusent catégoriquement de croire qu'il puisse être la cause de la maladie. Ils le moquent, l'excluent et il finit sa vie dans un asile. Quelque temps seulement avant que Pasteur ne découvre les micro-organismes en plus. C'est tragique. Mais qu'est-ce que ça nous apprend sur notre propre résistance au bonheur? Si on relie ça à la situation globale, ça illustre parfaitement le concept d'homéostasie. L'homéostasie, la tendance d'un système à rester tel qu'il est. Voilà, que ce soit une institution médicale orgueilleuse du 19e siècle ou notre propre esprit face à une nouvelle habitude, le système se défend. Il rejette la nouveauté, même si elle est bénéfique. Donc dès qu'on essaye de changer notre vieux jean, notre cerveau déclenche une alarme. Il dit « danger, retourne à ce que tu connais ». Il faut vraiment de l'audace pour se laver les mains de nos vieilles croyances, comme le dit si bien la métaphore. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement? On fait comment au quotidien pour briser ces prisons si notre propre cerveau lutte contre nous? La première étape, selon la source, ce n'est pas de faire des tests psychologiques compliqués pour se mettre dans une nouvelle case. Fini les étiquettes donc. Fini les étiquettes. Se rencontrer vraiment sans se figer, c'est la clé. Ça demande simplement de s'asseoir avec soi-même et d'écouter. C'est ce qu'ils appellent la gratitude de base. L'exercice est très concret. C'est-à-dire? Eh bien, on s'assoit et on constate des faits très simples. Je respire, je me suis réveillé ce matin, j'ai un toit, j'ai de quoi me nourrir. C'est établir son patrimoine de survie. Pour calmer le cerveau reptilien dont on parlait au début. Exactement. On lui dit « Eh, regarde, la survie de base est assurée, tu peux baisser la garde. » Et une fois que la survie est assurée, on peut commencer à écouter la frustration, sans paniquer. Écouter sa tristesse ou son ras-le-bol, non pas pour se plaindre, mais pour agir. C'est ça. Le thérapeute explique qu'une émotion négative signale un besoin non nourri. Si on ressent de la solitude, ce n'est pas une fatalité. C'est le besoin de lien qui s'exprime. Oui, et ça peut pousser à des actions toutes simples, comme descendre au café du coin pour proposer une partie de cartes. C'est très beau. Et l'auteur utilise une métaphore que je trouve merveilleuse pour ça. La boussole interne. Ah, la fameuse boussole. Il dit qu'on a tous une boussole intérieure qui sait où est notre joie, notre élan vital.
Mais avec la culture, le vaccin anti-bonheur, les injonctions, cette boussole est complètement rouillée. L'aiguille est bloquée sur le nord de la résignation. C'est ça. Et tout le travail, c'est de la dérouiller. Et pour la dérouiller, il faut s'autoriser à rêver, s'autoriser à ressentir ses vrais désirs sans les juger. C'est du jardinage intérieur, littéralement. Un jardinage qui a un but très précis d'ailleurs. Ah oui, l'image du gland et du chêne. Je te laisse l'expliquer, elle est très inspirante. Avec plaisir. La source compare notre potentiel à un gland tombé de l'arbre. Le gland, il ne se fait pas de nœud au cerveau en se demandant s'il devrait plutôt être un chevreuil ou un buisson. Il ne remet pas en cause sa nature. Non, il devient un chêne. C'est tout. Et le but ultime de ce développement, de cette sortie du petit bourgeon fermé, ce n'est pas un acte égoïste. Ce n'est pas juste se faire du bien dans son coin. Pas du tout. C'est de s'ouvrir pour polliniser le monde. Devenir pleinement ce que l'on est, c'est un acte profondément citoyen. Le chêne donne de l'ombre et de l'oxygène aux autres. C'est une démarche d'ouverture vers la collectivité, en fin de compte. Ça rejoint des idées philosophiques très anciennes. Le texte cite Socrate, d'ailleurs. La fameuse maxime du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est fascinant de réaliser que travailler sur ses propres prisons, c'est travailler sur le monde. Confucius disait la même chose, c'est mentionné aussi. L'ordre de la cité part de l'ordre que l'on met dans son propre cœur. C'est vertigineux de justesse. Pour résumer tout ça, on a vu qu'on est souvent programmé pour le malheur par notre passé et notre société. On s'attache à notre vieux gene familier. On résiste au changement, comme les médecins face à Semmelweis, par pure homéostasie. Et on risque de finir comme la langouste sous calmant si on ne fait que traiter les symptômes. Sauf si, bien sûr, on prend le temps de dérouiller notre boussole intérieure pour devenir le chêne qu'on est censé être et apporter notre part au monde. C'est une synthèse parfaite de cette analyse très riche. C'est un sujet qui remue pas mal de choses. Et pour prolonger la réflexion de quiconque écoute, on pourrait se quitter sur une idée un peu provocatrice, tirée en filigrane de ses sources. Je t'écoute. Si notre plus grand acte de rébellion politique et sociale aujourd'hui, c'est de refuser le confort de nos prisons intérieures et d'oser être joyeux, quelle est la toute première pensée rebelle que l'on pourrait s'autoriser dès l'instant où l'on retire ses écouteurs aujourd'hui ? C'est une excellente question à emporter avec soi. C'était un vrai plaisir de décortiquer tout ça avec toi. Plaisir partagé, merci pour ces éclairages passionnants et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des sources. Au revoir Evelyne.